Donc ouais, enfin donc vu d'ensemble, donc j'ai l'avantage, ou l'inconvénient de l'ancienneté parce que ça fait un petit moment que je suis dans le SEO. Je vais quand même, enfin, rester rapide et essayer de, enfin, donc cibler un petit peu ce que je raconte et rester sur des choses actionnables et un petit peu vues d'ensemble parce que sinon on est parti pour la journée et ça va pas coller. Hem Donc en fait, je suis plutôt issu du développement à l'origine, indépendant à mon compte depuis, 97, avec au début plutôt des gros développements pour des grosses boîtes, des grosses choses, techniques et j'ai toujours eu depuis le début un pied dans le web par passion, par intérêt personnel. Donc j'ai fait de l'édition, j'ai fait des sites d'affiliation et dernièrement, l'essentiel de mon activité, c'est l'édition d'outils, SaaS. Donc vous avez peut-être, enfin déjà, utilisé ou entendu parler de Xspin, Cocon SE ou le dernier 1492.vision, donc un outil dédié à l'analyse de l'audience, Google Discover en partenariat avec Damien. Heu voilà, bon, je m'attarde pas sur, je m'attarde pas là-dessus, c'est pas l'objet et donc en tant que développeur, forcément, je m'intéresse beaucoup au code et ça tombe bien parce que du code, Google, il en publie beaucoup et ce sont des centaines de millions de lignes qui sont rendues publiques en open source sur GitHub et ça depuis des années. Alors, pour donner, quelques nombres, on parle en fait de milliers de projets et de dépôts GitHub, si on compte uniquement ce qui est directement sous la houlette de Google. Donc, 8 000 projets open source sur les 5 dernières années, des milliers de dépôts publics, mais aussi, de contributions de développeurs Google à d'autres projets, open source et donc, enfin à peu près 10 des employés de Google qui contribuent aux projets open source. Et malgré tout ce volume de code open source qui est publié, il y a quasiment personne qui ne regarde, qui n'analyse ce code. Et ce qu'on fait à la place, et je me mets parfois dans le lot, on spécule sur LinkedIn, on va chercher des tips rapides, des tools magiques, on va surveiller les leaks et à chaque update, on commence à paniquer. Le fameux tweet qu'on a le vendredi matin ou le jeudi. J'ai l'impression que la SAP a bougé hier. Voilà, exactement. Et on panique parce que, à chaque grande mise à jour de Google, ça c'est quelque chose qui se répète tout le temps, on nous dit toujours: «Le SEO est mort». Et en fait, ça fait plus de 20 ans que Google enchaîne des updates qui ont un impact significatif sur ses résultats et donc sur notre métier. Donc ça a commencé, bah, déjà en 2003 et 2007, il y avait déjà des updates, enfin très, très significatives et bah, depuis, le SEO n'est toujours pas mort. Ce sont des ajustements, des évolutions, mais derrière, ça sert toujours la même finalité du point de vue de Google, c'est la même intention, satisfaire l'utilisateur. Et en fait, Google, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, toutes ces évolutions, on les doit en partie au SEO. Donc c'est grâce au SEO que, Google a évolué et est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ce sont les SEO qui, en poussant Google dans ses retranchements, en cherchant tous les raccourcis possibles, l'ont forcé à s'améliorer, à se renforcer, à devenir plus intelligent. Et donc c'est un petit peu une course aux armements, ce que j'appelle une coévolution. Et aujourd'hui, ce qui se passe, enfin en tout cas ma conviction, c'est que les nouveaux moteurs, les moteurs génératifs sont exactement là où Google en était à ses débuts. Ils sont jeunes, ils ont encore des problématiques d'index, de qualité du contenu qu'ils doivent prendre en compte et ils ont des failles qui sont évidentes, qui permettent des raccourcis, le coup du texte blanc sur fond blanc, du cloaking basique, des faux articles top qu'on va diffuser un petit peu partout. Donc il y a encore énormément de raccourcis qui sont exploitables sur cette nouvelle génération de moteurs. Mais on voit que c'est justement par rapport au test qu'on a pu faire à Kings Garden sur la pizza hawaïenne qu'on vous a déjà présenté. C'est exactement ça. C'est que tout ce qui marchait sur le SEO il y a peut-être 10 ans Mmh, marche aujourd'hui très bien sur les moteurs IA. Et justement, les exactement. moteurs IA, comme le SEO, comme Google, va apprendre au fur et à mesure. L'histoire se répète. Là, ton Slack, je vois, c'est exactement ça. C'est que là, aujourd'hui, on a vu hein, sur
sur le ChatGPT, l'IA et ainsi de suite, où on fait encre optimiser, en veux-tu, en voilà, et Mm. ainsi de suite. Et tout marche très bien pour le moment, et au fur et à mesure, il va apprendre, hein, on le sait bien, mais on a l'impression d'être revenu 10-15 ans derrière, quoi. Hmm. Et ça fait partie aussi du conflit entre, enfin du conflit entre guillemets, entre les anciens SEO et les nouveaux, puisque il y a les anciens qui disent ouais bon on a déjà été là, on a déjà tout vu, c'est comme il y a 10 ans, tout se passe pareil, il y a rien de nouveau, et les nouveaux SEO qui sont tout contents de découvrir des raccourcis qui sont parfois les mêmes, parfois un petit peu différents, avec des angles un petit peu différents. Donc enfin dire il y a, enfin, les deux ont les deux ont raison, mais effectivement comme tu le dis, donc enfin l'histoire est voué à se répéter parce que ces nouveaux moteurs, pas plus que Google, ils ne peuvent se permettre de fournir des résultats de mauvaise qualité ou de donner des résultats avec du spam dans dans leur contenu. C'est vraiment une question de survie pour eux parce que au cœur de leur stratégie, comme pour Google, c'est la satisfaction de l'utilisateur. Et donc, ce dont je voudrais vous convaincre, mais donc c'est bien parti puisque tu as t'as la même approche, c'est que ces raccourcis, ils vont disparaître et plutôt vite, puisque ces nouveaux acteurs vont rattraper leur retard sur le filtrage, sur l'anti-spam, sur la qualité de leurs résultats, quitte à débaucher les bonnes personnes qui ont déjà acquis de l'expérience chez d'autres moteurs qui se sont déjà éprouvés là-dessus. Et au passage, petit clin d'œil, faire attention aux nouveau-nés comme Ibu, qui démarrent avec des atouts significatifs parce qu'ils ont déjà une architecture de crawl solide, ils ont des compétences en filtrage d'informations qui sont tout à fait au niveau de ce qui se fait actuellement chez les plus grands, et donc il pourrait y avoir des surprises. eBook, qui est le moteur de recherche lancé par les frères Perronnet. On en profite pour leur faire un petit coucou et un peu de pub. On est potentiellement à l'ombre d'un magnifique moteur de recherche français, donc il faut s'en féliciter, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Alors, cette évolution, en fait, je pense qu'elle est déjà en marche. Et il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs choses qui nous montrent que les moteurs génératifs actuels sont déjà plus complexes aujourd'hui que ce que les vulgarisations nous montrent. Il y a des choses qu'on sait expliquer simplement, on entend parler de RAG, de RRF, de fan-out. Il y a des choses qui semblent relativement simples, mais en fait, c'est une vue approchée, et en fait, ces moteurs font déjà beaucoup plus que ce que nous montrent ces vulgarisations. Et c'est ici que l'open source devient notre meilleur allié, puisque donc Google publie massivement. Je vous ai montré quelques chiffres au début. Donc là, j'ai mis quelques projets Android, Gemma, Open Deep Research. Il y en a d'autres et d'autres projets majeurs. J'en oublie volontairement. Et là, on n'a pas besoin d'attendre des leaks, on n'a pas besoin de faire de l'espionnage industriel ou du reverse engineering. Il y a des choses, il y a des éléments qui sont publics. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et c'est extrêmement intéressant dans le cas de Google parce que le premier acteur qui atteint un volume significatif avec de l'AI générative, des moteurs génératifs, c'est pas ChatGPT, c'est pas Perplexity, c'est Google avec les AI Overview, l'AI Mode. Et donc, si on veut comprendre ce qui arrive, ce qui est techniquement possible ou pas, bah, autant regarder ce que Google construit. Donc là, au travers de deux cas principaux, deux cas concrets, je vais vous montrer donc ce que le code open source de Google peut révéler sur le fonctionnement des outils modernes, comment les ingénieurs de Google pensent et travaillent. Donc c'est pas forcément les outils open source, c'est pas forcément ce que eux utilisent en interne tel quel, c'est pas forcément ce qui fait tourner Google, mais c'est fait par les mêmes personnes, et donc en se mettant dans leur peau, en regardant comment ils réfléchissent, ça nous donne aussi des billes sur comment ils travaillent le reste. Et enfin, se remettre un petit peu en cause et repenser des problèmes qu'on croyait maîtriser, et au travers de tout ça, bah, voir où va Google et comment garder une longueur d'avance. C'est un petit peu quand même ce qui nous intéresse au bout du compte. Donc, premier exemple, juin 2025, Google qui publie un repos, donc Open Deep Research. Open Deep Research, donc projet open source qui utilise l'API Gemini. Tu veux tenter l'accent anglais sur API Gemini pour de la recherche augmentée basée sur des sources web.
Donc, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que fait les recherches donc, sur ChatGPT, sur Perplexity, un petit peu comme les AI Overview. Alors, attention, enfin, c'est pas le code des AI Overview, c'est un code d'un projet open source de Google à considérer comme tel, mais je suis convaincu qu'il y a des choses à y apprendre, tant sur la technique que donc sur les façons de penser, l'intention et l'objectif final de ceux qui travaillent chez Google. Et donc, quand on regarde ce schéma, donc de ce que fait ce Open Deep Research, il y a des choses qu'on connaît, avec lesquelles maintenant on est un petit peu familière. On a une question. De cette question, on génère plusieurs requêtes. C'est le fameux query fan-out. Ces requêtes, on va interroger une SERP classique pour avoir des résultats qu'on va réorganiser, re-ranker avec le RRF. Ça, c'est aussi quelque chose dont on nous a rabattu les oreilles un petit peu partout. Et de ces résultats re-rankés, on a un LLM final qui nous fait une réponse bien formulée. Donc, ça, c'est ce qu'on raconte partout et c'est ce qu'on croit que tous ces systèmes font. Et en même temps, c'est un petit peu rassurant parce que quand on fait ça, quand on le présente comme ça, on ramène le problème à des choses qu'on aime bien, avec lesquelles on est confortable. On a une formule mathématique qui a fuité de choses que ChatGPT a bien voulu nous montrer pour le RRF. Ce fameux RRF, il nous donne une liste de sources avec des poids. Et donc, de là, on retrouve une simili-SERP avec un classement de liens. Donc, tout va bien, on se retrouve avec notre petit doudou, on peut bosser là-dessus, c'est des choses qu'on maîtrise, on est content. Sauf que, quand on regarde le code de ce projet, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça qu'ils font, c'est un petit peu plus complexe. Parce que les données qu'ils rapatrient dans ce Deep Research, en fait, ils les évaluent. On a une partie, une fois qu'on a récupéré, donc on génère toujours des fan-out, on a des requêtes, mais sur les documents rapatriés, on va passer le contenu de ces documents dans un LLM qui va évaluer les pages rapatriées, et notamment un élément crucial, est-ce qu'on a assez d'informations avec ce qu'on a récupéré comme contenu pour répondre à la question, ou est-ce qu'il reste des zones d'ombre? Et s'il reste des trous, des content gaps, le LLM va générer de nouvelles requêtes plus précises pour combler spécifiquement ces trous. Et là, cette couche intermédiaire d'évaluation, en fait, elle change tout parce qu'on n'est plus dans du fan-out et du RRF5, mais on a vraiment une boucle. C'est pas fan-out et RRF, c'est vraiment on boucle jusqu'à avoir assez de matière fiable. Et c'est pas juste quelque chose sur la base des SERP, c'est vraiment le contenu effectivement récupéré qui sert de critère. Et dans les citations qu'on va avoir à la fin, puisque là, il y a des citations qui sont intégrées, c'est pareil, ce sont les pages les plus pertinentes par rapport à la requête qui vont être citées, et non pas forcément celles, comme dans le système RRF, qui ont répondu, qui ont ranké haut pour plusieurs mots-clés. Et c'est là où on voit que, je reviens sur ce que tu disais au début, que les LLM vont apprendre beaucoup plus rapidement que Google, et justement sur les réponses qu'il fait. Parce que nous, quand on a fait le test sur la pizza hawaïenne, le but c'était de montrer justement que pour le moment, c'était assez facile, on va dire, de manipuler, parce qu'on est sur quelque chose de très ancien. Et en fait, on voit que maintenant, au fur et à mesure qu'on lui repose la question, il met oui, la pizza hawaïenne est considérée comme l'une des meilleures pizzas selon tel et tel résultat. Et après, il met attention à vérifier l'information via de vrais témoignages et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il est en train de se dire peut-être qu'ils m'ont pris pour un peu pour un con et que c'est pas vraiment la pizza hawaïenne préférée des Français. Donc, on voit que justement, il va apprendre beaucoup plus rapidement. Donc, les sources, c'est bien, les citations, c'est bien, mais il faut une vraie valeur ajoutée et ça va être important. Ne mentez pas non plus là-dessus. Commencez déjà à faire des choses propres directement et ne vous emballez pas à faire tout et n'importe quoi parce que de toute façon, ChatGPT ou les LLM de façon générale vont apprendre beaucoup plus rapidement que Google, comme tu l'as dit au début, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Ouais, ça, on va l'avoir en filigrane tout au long du truc. Ouais. Alors, ce projet, donc Open Deep Research, au passage, donc dans le code, on trouve les prompts utilisés directement.
Par exemple ici, pour la génération des fan-out du premier niveau. Et là, au-delà du deep research, ça nous apprend aussi des choses sur comment prompter correctement Gemini. Et là, quand on regarde ce prompt, donc je ne sais pas comment on s'arrangera. Enfin, je pense que les slides, on pourra les rendre disponibles ou on Bien publiera. sûr. Enfin bref, voilà. Donc il y aura le détail. C'est pas forcément lisible là comme ça tel quel, mais on pourra prendre le temps de les regarder à tête reposée. Donc là, dans ce prompt, on voit que en intro, déjà, il y a du contexte. On donne les instructions, sont des instructions claires, point par point, avec des petits bullet points. On lui impose un format de réponse strict et structuré, avec les noms des clés et ce qu'il doit y avoir dedans, et un exemple de réponse. Ça peut sembler bateau, mais d'expérience, c'est déjà bien au-dessus de ce que la moyenne des gens qui font des prompts appliquent aujourd'hui. Donc déjà, hein, le bon formalisme va aider beaucoup. Et au passage, on voit quand on regarde ce prompt que le fait d'avoir une ou plusieurs requêtes en sortie de ce premier étage va dépendre de la question initiale. C'est le LLM, la première couche, qui va déjà décider si la question est ambiguë ou pas, couvre plusieurs aspects. Est-ce qu'il faut découper pour l'attaquer sous plusieurs angles ou est-ce que une réponse, une seule requête va suffire? Second exemple de prompt, ici, c'est quand on a récupéré des pages et qu'on évalue leur contenu pour savoir s'il faut relancer un tour de fan-out ou pas. Tu vois, moi aussi, j'ai des soucis avec avec la prononciation. Et ici, il y a une autre astuce, mine de rien. On demande donc au modèle, dans sa réponse, dans son format, de lui dire est-ce que ce qu'on a comme contenu est suffisant ou pas, et quelles sont les requêtes suivantes à générer. Et là, il y a une clé qui a été ajoutée, qui est le knowledge gap, donc ce qui manque comme information. Et c'est quelque chose qu'on demande au modèle de fournir, on lui demande de le donner dans son JSON de sortie, alors que nous, on ne va pas l'utiliser, cette information. Bon, à la limite, on n'en a pas besoin. Mais en fait, le fait de demander au modèle de le générer, ça va le guider pour produire de meilleurs fan-out. On lui demande un petit peu de réfléchir tout haut. Et donc ça, c'est une astuce qui peut aider pas mal pour augmenter la qualité dans ses prompts. C'est le forcer comme ça à mettre des étapes, des informations intermédiaires qui vont le guider. Donc, là, dans cet exemple précis, avant de regarder le code, je pensais que tous les moteurs génératifs se basaient sur le modèle courant dont on parle partout, un fan-out, du RRF, alors qu'on voit que, en fait, il peut être plus efficace d'un point de vue satisfaction utilisateur, d'avoir une approche qui est un peu plus organique, plus complexe, qui s'intéresse pas seulement à la position des pages sur plusieurs requêtes, ce qui nous arrange bien en tant que SEO, mais qui est complètement biaisé, enfin, c'est juste à cause de notre historique qu'on a envie d'avoir ça, mais qui se base plutôt sur le contenu même, qui lui va servir de base à la réponse. Et notamment, ce qui va être cité, c'est pas forcément issu de la page qui rank le mieux, mais de celle qui apporte le contenu le plus en phase avec la réponse finalement renvoyée à l'utilisateur. Et quand on prend en compte d'autres choses que l'on connaît de Google ou de ChatGPT, des choses qu'on sait qu'ils mettent en application dans d'autres contextes, comme la prise en compte du contexte utilisateur, de son historique, on peut se dire que l'approche plus complexe, plus fouillée, qui est d'analyser le contenu avant de le digérer, elle peut aussi être adaptée dans ce sens. C'est-à-dire que quand on analyse le contenu, on va décider de filtrer non pas en fonction de la position de la page, mais en fonction de l'expérience, des habitudes de l'utilisateur. Est-ce que cet utilisateur précis veut plutôt du pas à pas ou une approche théorique? Est-ce qu'il est plutôt amateur de do it yourself ou de grandes marques, d'acheter des choses toutes faites? Et les citations qui vont en ressortir peuvent être très différentes. Et ça, c'est des choses qu'on voit aussi un petit peu de manière expérimentale quand on travaille sur sur le géo. C'est faire des choses qui font plus appel à l'expérience, au vécu, à des personas ciblés, plutôt que des choses génériques. Et donc ça recolle, ça recolle un petit peu. Donc ce qu'on peut en retirer de ce premier exemple, c'est que donc c'est très bien de connaître le RRF et d'avoir une idée de comment il fonctionne, mais ça, c'est juste pour le ChatGPT actuel et c'est pas une fin en soi.
C'est une méthode simple qui a des défauts, mais qui permet de produire rapidement un POC qui s'appuie sur des index diversifiés, dont des index externes. Parce que ChatGPT, il utilise encore, entre autres, d'autres index, il n'a pas tout en interne. Donc c'est sans doute une méthode qui est transitoire, qui n'est pas suffisante pour garantir une satisfaction forte de l'utilisateur, et c'est sans doute probablement pas ce qu'utilise Google dans ses outils IA, ou en tout cas pas seulement. Et donc là, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut, donc c'est bien d'avoir tous ces outils techniques et d'avoir des pistes comme ça sur ce qui peut être mis en pratique, mais il faut aussi réussir à se détacher des raccourcis et des POC techniques pour en fait comprendre l'intention des développeurs quand ils ont fait ce POC. Parce que l'implémentation technique elle-même, elle va évoluer, elle va se complexifier, mais l'intention de fond, elle, va rester. Donc là, j'ai mis une citation de Danny Sullivan, qui est assez pertinente. Donc on pourrait faire aussi le parallèle avec le PageRank, par exemple. Bon, on en reparlera plus tard si on a le temps. Donc le lien vers le repo Google de ce projet. Dernière chose là-dessus, je vois Langgraph dans l'URL. Langgraph, c'est un autre projet open source qui permet de définir facilement des agents et des flux entre ces agents. Parce que ce qu'on a vu plus haut, ce projet, ça n'a pas été fait en code à l'ancienne, en dur, mais avec un framework agentique plus souple, plus efficace, qui permet plus de finesse dans l'exécution. Et donc, là, ce que j'en déduis, c'est que ce paradigme de agentique, il est bien entré dans la pratique chez Google. Et donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Quand on analyse ce qui se passe, on ne peut plus uniquement considérer des flux simples comme avant, des mécaniques relativement basiques. Il faut envisager qu'on a toute une chaîne de tests, de classificateurs, de chemins différents selon les cas. Bon, une fois qu'on a les points d'entrée, on trouve aussi d'autres projets open source qui peuvent nous donner d'autres éléments, pas forcément aussi efficaces que ceux de Google, mais il y a de quoi faire, ça peut donner des pistes. Donc là aussi, creuser des choses qu'on n'aurait pas forcément vues, mais Google nous donne le point d'entrée et on va chercher plus loin. Des questions encore? C'est très théorique, tout le monde te suit, tout le monde boit tes paroles. On est D'accord. ça fait plaisir, merci d'être toujours aussi nombreux. Et là, tu peux dire Où j'ai réussi. tout le monde est Où j'ai réussi à. D'accord. Où j'ai réussi à endormir tout le monde. Non, non, du tout, je vois que ça bouge, t'inquiète pas. Deuxième cas. Donc là, on va s'intéresser à un projet open source énorme qui est bourré d'informations sur Google. Un monstre. Donc, je vous donne un indice dans l'image. Un projet que énormément de SEO utilisent, très étroitement lié à Google, à ses API, à ses modèles. Tu devines? Voilà. Je vais dire une connerie, donc Avec l'accent anglais. je sais que tu veux m'emmener sur ce terrain, j'ai bien compris, mais je... Donc, ce projet, je ne vais pas trop te faire souffrir, c'est Chromium. Chromium, c'est des dizaines de Il y a eu la réponse dans le chat, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Allez, Labora Taroli qui l'a dit. Très bien. Bravo à lui. Donc des dizaines de millions de lignes de code que presque personne ne lit. Et pourtant, on peut y trouver des trésors. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, il y a la liste complète des modèles TF-Lite, TensorFlow, embarqués dans Chrome, des modèles de Google qui tournent directement dans votre navigateur, qu'on peut extraire, qu'on peut utiliser à part. Ça, c'est des choses que Dan Petrovic, par exemple, fait très bien. Enfin, lui, il fait partie de ceux qui lisent le code Google. Bon, des petites stats sur ce Chromium, le code, donc en grande partie C++, 36 millions de lignes, on passe rapidement. Et donc, dans ce Chromium, juillet 2024, donc ça fait déjà 1 an et demi, Google annonce intégrer une fonctionnalité AI History. Et le use case, c'est interroger son historique de navigation en langage naturel. Par exemple, on peut lui demander quel est le site que j'ai visité la semaine dernière avec les cartes postales de Lyon. Donc ça se déclenche
c'est un peu compliqué à mettre en place. Enfin, c'est expérimental, donc il y a des choses à activer pour, ça se déclenche pas pour toutes les requêtes, mais ils l'ont fait et ce code est open source dans le repo public GitHub. Et pour faire ça, donc pour interroger notre historique en mode conversationnel, Chrome doit stocker tout votre historique de navigation. Donc là, on parle encore du contenu de tout ce que vous voyez, l'indexer en local, puisque ce sont des données potentiellement privées, donc il y a quand même des enjeux assez forts, et requêter en temps réel cette base de données qui se constitue dans le navigateur pour formuler ensuite une réponse. Donc ça, c'est quelque chose qui ne doit pas vous être inconnu, enfin, c'est le principe du RAG. Donc je passe rapidement. Enfin, le principe du RAG, c'est fournir à un LLM des documents, des bouts de contenu qui servent au LLM pour générer la réponse. Et donc ça permet de nourrir un LLM avec des infos qu'il n'a pas forcément vues lors de son entraînement. Dans ce système RAG, les documents sont découpés en morceaux. C'est ce qu'on appelle les chunks ou les passages, vectorisés sous forme d'embedding et stockés en base de données. Quand on fait une requête, ce sont des opérations sur les embeddings qui permettent de remonter aux documents pertinents. Et donc cette mécanique, cette machinerie, aujourd'hui, on l'utilise un petit peu partout. Et une des grandes questions, une des grandes problématiques quand on met en place ce genre de choses, c'est comment on découpe ces documents. Parce que pour des raisons de contexte, de précision, de bruit, on ne donne pas le gros contenu, le HTML complet en un seul morceau. Et là, on a vu arriver énormément de variantes de chunking, de plus en plus évoluées. Donc, il y a des versions simples où on va se limiter à un certain nombre de mots ou de caractères. On découpe, on va faire plusieurs parties qui vont se recouper un petit peu, avoir de l'overlap pour prendre en compte les passages d'une partie à une autre. On a des choses beaucoup plus complexes, jusqu'à des chunkings sémantiques qui vont détecter automatiquement, encore avec des histoires de cosinus de Salton, quand le sujet change d'une phrase à une autre pour savoir où on coupe. Et ça finit par devenir extrêmement technique, très complexe, avec toujours des effets de bord et des cas où ça va complètement foirer. Sans parler de la problématique de base, quand on a une page HTML, on a tout ce qui est le boilerplate, le header, le footer, les pubs, etc., qui pénalisent toujours les systèmes. Alors là, je vous montre pour le plaisir, un système de RAG complet avec des petites astuces un petit peu partout. Ça, c'est pour vous montrer comment, à toutes les étapes, en fait, il y a plein de choses qui peuvent se complexifier très vite. Et cette complexité, donc parfois, c'est nécessaire et ça peut aider, mais parfois, on peut aussi tomber, au contraire, sur des choses très simples, joliment pensées et qui vont fonctionner extrêmement bien. Et ça, Google, il est spécialiste de ces petites astuces algorithmiques. On l'a vu déjà dans le passé avec le calcul approché du PageRank, le SIMH, dernièrement Muvera. Ils sont très forts pour calculer simplement ce qui, avant, semblait coûteux. Et c'est encore ce qui se passe ici avec le chunker qu'ils ont publié dans le code source de Chromium. Et c'est aussi pour ça, c'est pour des petits plaisirs comme ça, que je peux passer des heures à décortiquer du code C++ comme ça, plutôt que de faire du SEO classique, parce qu'il y a des réponses dans le code. Et quand j'ai vu pour la première fois le code de ce chunker, je me suis retrouvé à sourire bêtement, parce que ils ont résolu en mieux un problème sur lequel tout le monde galère, et tout est là, public, depuis plus d'1 an. Et donc, voilà, c'est ça que j'espère vous faire partager aussi un petit peu aujourd'hui. C'est pas un cours magistral, mais vous montrer qu'il y a des cartes qui sont déjà sur la table. L'approche Google, elle est basée sur les standards du web et sur la sémantique des tags HTML. Ici, on n'a pas besoin de conversions compliquées, d'heuristiques qui peuvent être fragiles. Juste, on lit le HTML correctement. Et en fait, c'est tellement simple qu'on se demande si ça marche. Alors, je vais commencer par vous montrer un petit peu des exemples concrets, parce que comme le code est libre, j'ai pu l'extraire et l'adapter en Python. J'ai ajouté la détection de passage à une extension sur laquelle je travaille depuis un moment avec une API. Et donc, ça donne des choses comme ça. Là, on est sur la page d'accueil de Réseau Néo.
Donc, un clic sur l'extension, on récupère les passages. Et ce qu'on voit ici, donc le premier passage, la façon dont leur algo est construit, le premier passage, c'est le titre. Là, rien de compliqué. Le second passage, en fait, ça correspond au menu de la page. Et ensuite, on va trouver le contenu. Alors, j'en ai isolé quelques-uns pour vous montrer comment c'est bien pertinent, bien découpé en passages qui font sens. Notamment, on retrouve au niveau des témoignages, chaque témoignage fait l'objet d'un passage. Les news, pareil. Donc au début, on a le menu, on a du contenu et à la fin, on va retrouver, le footer. Au passage, on voit ici un petit glitch, en haut à droite, on voit il y a quelques termes qui ont été, un petit peu, découpés. On a, analytics, et data en 2 mots. Ça, en fait, ce sont des termes qui, dans le HTML, ont été découpés par des balises, span pour des raisons, graphiques de mise en forme et donc ça a découpé les mots. Donc là, c'est un petit effet de bord, des choses qui peuvent perturber. Deuxième exemple, j'ai pris au hasard la home de Links Garden. Là encore, les passages. On retrouve pareil, donc le titre en premier, le menu qui est dans un seul passage et derrière des paragraphes de contenu bien isolés. Ici aussi, les témoignages se retrouvent un passage par témoignage, tout bien isolé. Le pied de page, ici on retrouve un peu plus de gros pâté en pied de page avec tout ce qui est bandeau cookies, avec du texte en français, en anglais sur les cookies, etc. Donc là, en vrai, il y en a plus. Là, j'ai découpé pour réduire, mais il y a toutes ces histoires de bandeaux cookies qui polluent pas mal le code. Et ici, donc on voit aussi un petit glitch. On voit ils nous font confiance qui a été collé avec l'achat de liens. Et donc, si on revient ici sur la page, ils nous font confiance, c'est ce qu'il y a au-dessus du carrousel avec les marques, alors que l'achat de liens, c'est le paragraphe qui est en dessous. Et donc là, on verra, on va voir juste après, pourquoi ici, ça a été considéré comme un seul élément et comment on peut y remédier facilement si on veut. Alors, cet algo, comment il marche? Donc, je ne vais pas vous montrer l'ensemble du code, même si il y a rien de compliqué dedans. Je vous montre juste des tout petits extraits, parce qu'en fait, c'est tout bête. Donc, on regarde juste le code HTML. Il n'y a pas de rendu, il n'y a pas de JavaScript. C'est le code HTML brut. Et on ignore les tags qui ne sont pas du contenu. Donc, dans le code, il y a tel quel cette liste de tags, NoScript, Script, Style, qui sont les tags qu'on ignore directement. Parmi les autres tags, il y a une autre liste qui sont des tags qui, d'un point de vue sémantique, veulent dire qu'on passe à autre chose, qui force un nouveau passage parce que c'est un contenu différent. Donc, on a les BR, les HR et tous les headings, les HN, qui sont des tags qui vont forcer le début d'un nouveau passage. Et on n'a besoin que de ça. Sur le reste, le contenu de tous les autres tags se cumule, séparé par des espaces et s'ajoute au passage courant jusqu'à un nombre maximum de mots. Et c'est tout, on n'a pas besoin de plus. Il y a quelques variables ici qui permettent de piloter le nombre maximum de passages et leur longueur. Là, j'ai mis par défaut la même chose qu'il y avait dans la History Mode. Et donc là, on a une architecture extrêmement simple, élégante, très efficace, avec 200 lignes de code à tout casser, qui font mieux que des systèmes à 2000 lignes. Et quand on regarde donc en pratique là, sur les quelques exemples que je vous ai montrés, donc ce chunker, il a réussi à identifier les headers et les footers, au moins les séparer du contenu. Et là, on n'a même pas besoin de phase préalable pour enlever le boilerplate, c'est directement intégré. Ça permet même de reconnaître différents templates dans un même site, puisqu'on va avoir des pages qui vont partager les mêmes passages au début et à la fin du contenu. Donc, on pourra dire que celles-là sont le même template et les séparer d'autres. Ça isole aussi les différentes sections d'une page. On a vu comment les news ou les témoignages étaient bien isolés, tout en gardant une cohérence sémantique. Ça va peut-être tronquer si c'est trop long, mais ça va jamais couper un contenu en 2 morceaux ou remettre des contenus qui n'ont rien à voir ensemble. Et enfin, donc là, quand on regarde sur quelques exemples, les passages retenus semblent plutôt pertinents. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on peut en déduire?
J'y vois, enfin, je vais insister sur 2 implications, une sur le HTML et ensuite on va aller du côté, maillage interne. Première implication, sur le HTML, votre HTML vous trahit. Si votre page est mal conçue avec un HTML sans sémantique, des systèmes comme ça, basés sur les standards du web, vont lire de travers. Et quand on se place du point de vue de Google ou d'un moteur, ce sont des pages qui deviennent inutiles ou complètement bruitées. Et ça, en tant que moteur, Google, il s'en fout complètement. Parce que lui, il n'a pas besoin d'indexer tout le web. Il a juste besoin d'avoir assez de contenu, assez de pages de bonne qualité pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Et un certain nombre de pages de bonne qualité lui suffisent. Le reste, ça dégage direct. Et donc, ce fait qu'un HTML non standard puisse vous pénaliser, c'est pas quelque chose de nouveau, mais maintenant on peut se dire que, c'est un peu comme partir avec le pied cloué au plancher. C'est compliquer le travail des chunkers, c'est laisser la place à des contenus plus conformes, qui vont être plus faciles à digérer et qui vont se retrouver plus pertinents dans des systèmes RAG. Petit cadeau, donc l'extension que j'ai utilisée ici, elle est encore en bêta, mais j'ai déjà mise entre les mains de quelques personnes, donc je vous en fais aussi profiter. Si vous vous créez un compte, donc même gratuit, sur cocon.se, vous ouvrez un ticket de support et je pourrais vous donner l'extension et une clé API pour jouer avec. Donc ça vous montre, sur une page, enfin les topics, les entités, donc ces fameux passages. Je vais laisser ça valide, enfin peut-être pour, 1 ou 2 semaines. Après je couperai, donc voilà, profitez-en. Deuxième réflexion, je continue? C'est bon, on n'a pas de pas de On est bon, questions tu peux y aller. OK. Ouais. Deuxième réflexion, donc incidence pratique sur, le maillage interne et ce qu'on a tendance à faire et je suis passé par là aussi, quand on commence à jouer avec les embeddings et les cosinus de Salton, les licences entre contenus, on a tendance à se dire: «Bah, on va l'utiliser pour faire du maillage interne automatique ou assisté» et donc bah, on se dit: «Ça y est, j'ai tout compris maintenant, la similarité cosinus, je fais des embeddings de mes contenus, je calcule mes cosinus et puis voilà, j'ai les pages les plus proches que je vais lier entre elles pour faire mon maillage interne ou autre». Là au passage, enfin, j'ai demandé un Géo trouve tout, pour illustrer, donc il l'a un petit peu manqué, mais voilà. Donc sauf que ça, similarité cosinus sur les embeddings, c'est, quelque part penser que la similitude entre 2 contenus signifie la même chose que la continuité de l'intention du lecteur. Je vais donner un exemple concret. Quelque chose qu'on a dû tous vivre, c'est quand on copie-colle un message d'erreur dans Google et que toutes les réponses, tout ce qu'on trouve, c'est uniquement des sites avec le même message d'erreur, les mêmes questions, mais aucune solution. Et ça, en fait, bah, c'est pas complètement aberrant parce que toutes ces pages qui ont uniquement, votre message d'erreur, elles sont forcément plus similaires à votre question qu'une page qui contiendrait une réponse détaillée. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait quand on utilise des embeddings un petit peu naïfs. On ne prend pas en compte le parcours utilisateur, c'est-à-dire que quand on est sur une page, l'utilisateur, il ne veut pas un contenu semblable à, la page sur laquelle il est. Il veut et on veut lui proposer un contenu qui va le faire avancer vers notre cible, vers l'étape suivante de notre conversion. Ensuite, l'intention de l'utilisateur, elle peut changer au fil de la page. Le bon contenu à lier, il n'est pas forcément le même quand on est dans l'intro, quand on est dans un développement spécifique ou quand on est dans la conclusion. Le contexte va changer au fil de la page. Et enfin, donc comme dans l'exemple du message d'erreur, c'est la différence entre la redondance, liée du contenu qui est du near duplicate, si on se base uniquement sur la proximité des vecteurs, contre un contenu complémentaire qui va apporter donc plus d'informations. Et donc là, en utilisant l'approche de chunking de Chromium, ça permet de calculer des embeddings plus ciblés au niveau du passage et non pas de la page en elle-même. Donc on a plusieurs embeddings pour chaque page et c'est ce que fait par défaut donc ce AI Story Mode. Il va retrouver les passages les plus proches d'une question et remonter au document qui les contient. Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin et ça, c'est des choses
dont on sait que Google les applique, c'est faire des embeddings contextuels. Donc là, c'est plus technique, je ne vais pas m'y attarder ici, mais en gros, c'est avoir à la fois le bénéfice des embeddings au niveau de chaque passage, tout en gardant le contexte de l'ensemble de la page. Et une façon de faire ça, notamment, c'est avec Muvera. Donc Muvera, c'est une autre méthode issue de la recherche Google, et c'est un algo qui est implémenté dans plusieurs librairies open source, donc on peut aussi nous utiliser, et Muvera permet de faire un petit peu ce mashup, d'avoir le meilleur des deux mondes. Là, tu pourrais nous donner un exemple sur un maillage interne, du coup, optimisé sur un site de blog, peu importe, de quelle est la différence entre justement deux contenus proches et des contenus plutôt qui se rapprochent du coup, mais qui sont plus intéressants, pour que ce soit un peu plus clair. Là, c'est une question un peu personnelle, mais que j'ai voulu Ouais. essayer de répondre. Euh, Un exemple? alors, un exemple concret, réel, là, comme ça, à montrer en direct, pas Non, mais forcément. Par contre, juste un- l'idée. ouais, ouais. Typiquement, donc pour reprendre un exemple, que j'avais déjà pris, sur, disons qu'on est un site de vente de lunettes, de lunettes en ligne, ou ouais, de lunettes et de verres en ligne. Ou un e-commerce, donc qui vend certains produits. Les produits les plus proches, si on est sur des lunettes rondes, des lunettes à monture ronde, on va avoir dans les produits proches des lunettes à monture ronde, on va avoir les rouges, les bleus, ou on va peut-être avoir des lunettes à monture carrée. Donc tous des produits extrêmement similaires. Alors que la personne qui recherche des lunettes à monture ronde, peut-être que pour la faire avancer dans sa décision d'achat, c'est lui parler de verres spécifiques anti-reflets, ou de verres spéciaux ordinateurs. Ok. Et en fonction de là où on va être dans l'article, si on fait un article pour dire, bon, on est à plusieurs étapes. Là, si on est sur, on va rechercher des choses. Donc la personne est entrée par l'aspect plus mode. Je cherche des lunettes qui ont telle caractéristique physique. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle achète les verres chez nous. Donc on va répondre à sa question au début. Donc au début, c'est plus des choses où on est ciblé sur le style et les couleurs. Mais quand on va avancer et dérouler dans l'argumentaire, on va arriver sur quel est l'intérêt de passer chez nous plutôt que chez les autres, quel est l'intérêt de nos verres plutôt que d'autres. Et on a des angles et des aiguillages différents en fonction de notre argumentaire et de comment on aiguille la personne. Donc le but, c'est que si quelqu'un euh, arrive sur mon site via une page informationnelle, ce qui peut arriver très régulièrement, c'est avec cette page informationnelle, la ramener de plus en plus vers ma page transactionnelle au bout au final. Voilà. Ok. L'idée, c'est plutôt que juste de lier, donc par proximité sémantique, et donc sans prendre du tout en compte ce parcours utilisateur, c'est se dire pour l'utilisateur, qu'est-ce qui fait sens, vers où on veut qu'il aille, quel est son chemin, et lier le contenu le plus adapté à la poursuite de son chemin, et non pas le contenu forcément le plus proche de l'ensemble de la page, ce qui pour l'utilisateur n'a aucun sens. C'est comme quand on vient de commander un matelas sur Amazon, et pendant 15 jours, Amazon va nous proposer des matelas, on l'a acheté, on n'en a plus besoin, quoi. C'est pareil. Ok. Alors, j'avais dit deux exemples, mais j'en rajoute. Les embeddings, le modèle que Chrome utilise pour son AI Story Mode, donc il est dans votre navigateur, vous pouvez l'extraire et l'utiliser. Et en fait, il y en a même deux. Il y en a un pour le Chromium anglais, qui ne traite que l'anglais, et il y en a un autre pour les Chromium d'autres langues, qui lui est un modèle un petit peu plus gros et multilingue. Et dans les deux cas, donc ce modèle d'embedding, il a été super optimisé, il est très efficace parce que Google l'a optimisé pour qu'il puisse tourner sur votre navigateur, et donc avec des configs qui ne sont pas forcément extrêmement trissantes, et il nous le donne comme ça cadeau. L'autre option, en piochant toujours dans ce que Google nous donne gratuitement, donc c'est le modèle Embedding Gemma, dont les poids sont libres. Et ce modèle Embedding Gemma, c'est un excellent modèle multilingue qui a une taille et des performances raisonnables, et qui est extrêmement adapté à énormément de cas. Donc voilà. Je regarde, ok. Donc, avant de terminer, encore un petit mot sur d'autres projets open source influents de Google, liés de manière peut-être un petit peu plus proche aux entités nommées et au knowledge graph.
Donc, vous avez forcément entendu parler de BERT et des différentes variantes de BERT, donc un projet très influent pour tout ce qui concerne la reconnaissance d'entités nommées, l'extraction de features. Donc ça, il y a des variantes de partout. Plus récemment, LangExtract. Donc ça, c'est encore un projet Google qui utilise des LLM pour extraire des entités depuis du texte non structuré avec une traçabilité vers la source. GraphD MQL, c'est le système de base de données de Freebase. Freebase, c'est l'outil, la société que Google a racheté en 2010. C'est ce qui est devenu Wikidata. Donc Google l'a racheté en 2010 et en 2018, il a open sourcé GraphD MQL, donc le système de moteur de base de données Graph. Schema.org, dont Google est le cofondateur, et peut-être un peu moins connu, Semantic Scholar. Donc c'est une plateforme open data de l'Institut Allen avec un support derrière financier de Google. Et ça, c'est un knowledge graph public avec une API, un knowledge graph de papier académique avec les citations, les auteurs, etc. Pour rester et finir dans le contexte open source, et là, c'est un petit peu pour dériver sur une des raisons que peuvent avoir les gros acteurs, Google ou Meta, de publier des choses en open source. Vous le savez peut-être, le T de ChatGPT, ça vient de Transformers. Et cette architecture Transformers, qui se passe de récurrence, de convolution, c'est ce qui permet de faire tourner quasiment tous les LLM actuels sur des GPU. Et cette architecture Transformer, donc, elle est issue de la recherche Google. C'est leur fameux papier Attention is all you need. Donc, c'est un des papiers de recherche les plus cités au monde et un concept qu'ils ont breveté au préalable avant de le rendre public. Donc là, ce brevet, a priori, c'est plutôt une posture défensive. Si OpenAI, par exemple, les attaque sur un point donné, ils ont de quoi se défendre. C'est eux qui ont le brevet de base, qui ont verrouillé l'architecture. Mais le point intéressant aussi, c'est la stratégie cheval de Troie. Et ça, c'est un peu comme Meta a fait avec les modèles Llama, les modèles Llama qui sont devenus une brique de base dans le monde open source. Les Transformers sont un paradigme qui est extrêmement bien adapté au TPU de Google, à leur propre hardware, les hardware de leur data center. Et donc, plus on dépend des data centers, plus on a à gagner à les faire tourner sur du hardware Google. Et aujourd'hui, c'est ce qui leur permet de tenir tête à Google en contrôlant absolument toute la chaîne, y compris donc le silicium sur lequel ça tourne. Et dernièrement, donc ils ont annoncé la disponibilité en open source d'une nouvelle architecture matérielle, les NPU, Coral, sur une base RISC-V, avec une stack logicielle complète. Et donc ça, c'est encore un mouvement type cheval de Troie, parce que ils orientent les choix technologiques de toute l'industrie. Ils vont capturer les fabricants de puces. Il y en a déjà qui vont fabriquer des puces sur ce design. Ils verrouillent l'écosystème logiciel et ils vont s'accaparer tout le segment edge computing, inférence basse consommation, parce que c'est le gros avantage de ces systèmes, et donc verrouiller, prendre un avantage sur NVIDIA. Alors, Ouais. Petite question là, qui avait l'air intéressante au moment où tu parlais. Je suis curieux de savoir comment placer les signes produits sur une page catégorie e-commerce pour qu'ils soient au bon niveau du texte, vu les règles d'unbounding. Alors, ouais, unbounding. Il fallait bien que je dise un mot en anglais correctement. Donc voilà, voir un petit peu comment toi tu mettrais un peu ça en place. Je ne sais pas si la question est assez claire pour toi. comment placer les liens dans Les listings produits sur une page catégorie. Je pense qu'elle parlait de Ah, sur un e-commerce surtout. alors, là, je pense qu'on est moins dans ce contexte-là. Je me poserais plus la question quand on est sur des pages, des pages qui seraient des pages feuilles, donc sur les pages produits ou sur des pages informationnelles. Là, je me poserais la question parce que il y a le contexte qui va être extrêmement important pour dire justement, le paragraphe dans lequel c'est pour dire qu'est-ce qui est pertinent ou pas. Quand on est sur un listing produit, il y a tellement de choses et tellement de produits avec peu de contexte ou le contexte similaire pour chacun, que
pour moi, ça a moins d'intérêt. Enfin, cette page catégorie avec le listing de tous les produits, elle est là pour permettre de découvrir au crawl les différents produits, mais c'est pas elle qui va donner un contexte fort au produit. Donc là, je dirais que ça a relativement peu d'incidence. Ce qui va jouer derrière, c'est plus cette page catégorie. Est-ce qu'on veut ou pas la faire remonter sur les SERP ou en tant que citation? Et c'est plus ça qui va jouer sur la morphologie qu'on veut lui donner. Est-ce que c'est juste un listing pour le crawl? Est-ce que c'est une page qui doit mettre en avant la spécificité de nos produits, de notre catégorie par rapport à une cible particulière? Et dans ce cas-là, on va peut-être développer l'entourage du listing. C'est plus cette posture-là à prendre. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très clair. Alors, oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, un des messages que je voulais faire passer, c'est que la réalité, elle est plus complexe que ce qu'on croit, plus complexe que ce qu'on sait, et souvent plus complexe que ce qu'on nous dit. Et donc, il y a deux choses donc à arrêter immédiatement. Donc, je force volontairement un petit peu le trait. La première, arrêter de croire les vulgarisations simplistes, que déjà aujourd'hui c'est plus aussi simple que ça, et ça va continuer à évoluer. Donc on peut avoir des tips, on peut avoir des raccourcis, mais il ne faut pas bâtir des stratégies long terme dessus. Et ensuite, arrêter d'ignorer le code open source disponible. Il y a des trésors vraiment à trouver dedans. Donc, tester, expérimenter, surtout continuer d'évoluer, parce que le système va continuer d'évoluer très vite, et donc vous devez évoluer aussi. Donc là, je fais une prédiction. L'an prochain, tout comme le SEO, le géo sera mort pour la première fois. J'arrive à la fin, donc c'est pas forcément très organisé, mais voilà, tu me diras si on n'arrive pas à suivre. Ça, c'est un sign. En fait, c'est ce que Google nous dit toujours depuis le début, depuis 20 ans. Là, ça vient d'une conf Google à Zurich il y a quelques jours. Et donc, John Mueller et Danny Sullivan qui nous disent en gros toujours la même chose. Ne vous inquiétez pas des algorithmes de Google, arrêtez de faire du reverse engineering, ne cherchez pas à comprendre comment ça fonctionne vraiment. Faites juste du contenu pour vos utilisateurs. Inquiétez-vous, qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui motive vos utilisateurs, et rendez service aux utilisateurs et ça marchera bien. Et pareil pour le géo. Géo, c'est fournir une bonne expérience sur votre page aux utilisateurs. Ça a l'air complètement pipeau, complètement bidon dit comme ça, et c'est ce qu'ils nous disent depuis toujours. Mais ça, on ne répète pas assez. On avait parlé aussi à l'époque où j'ai fait le webinaire avec Régis. En fait, je trouve le SEO, alors surtout via des consultants, on l'a des fois rendu très complexe. Mais à vrai dire, le principal quand vous avez surtout alors e-commerce et même quand vous voulez générer des leads, idéalement, gérez votre site comme un vrai magasin physique. Et le but du jeu, traiter les questions que vous avez de plus régulièrement et ainsi de suite. Le but du jeu est vraiment de faire plaisir à l'utilisateur. Des fois, on néglige cette partie expérience utilisateur. On se concentre exclusivement sur Google et on va perdre du monde. À la base, Google, il va quand même prendre en compte si les utilisateurs passent une bonne expérience et ainsi de suite. Donc, quand vous faites du contenu, des fois, réfléchissez plus comme justement les clients qui viennent vous poser des questions, plus que qu'est-ce qui va plaire à Google, parce que c'est pas forcément des fois la même direction. Et à contrario, si ça plaît à l'utilisateur, ça plaira à Google. Donc voilà, des fois, mettez-vous juste à la place d'un client lambda qui va venir dans votre magasin physique et qui va avoir une expérience et rédiger ses contenus dans ce sens-là. Ça, c'est tout à fait vrai. Dire ça pour du long terme, je suis à fond aligné. L'autre aspect, et je comprends la tentation, c'est qu'il y a toujours des raccourcis ou des artefacts techniques qui vont faire qu'il va y avoir des raccourcis, des astuces techniques qui vont fonctionner, qui vont permettre de prendre le devant. Et c'est aussi extrêmement frustrant quand tu fais des choses bien, quand tu penses à l'utilisateur et que tu te fais dézinguer ou doubler par d'autres qui font des choses court-termistes. Et
donc là, enfin, ce à quoi je voulais en venir, c'est que donc Google nous a toujours dit ça et quelque part on dit: «Mais c'est du pipeau, ils nous en fument», alors que derrière on sait qu'ils font ci, qu'ils font ça, et cetera. Et c'est là où, le développeur, il a peut-être quelque chose à apporter parce que le dev et le SEO, pour moi, c'est un petit peu 2 facettes d'une même chose et sont 2 activités qui, pour moi, sont profondément humaines. Puisque le développeur, en fait, il fait l'interface entre l'humain et la machine. Il prend des spécifications humaines et il les traduit en langage machine. Et coder, c'est écrire pour les autres humains, y compris cet autre qui peut être soi-même 6 mois plus tard, autant que pour la machine. Et pour ça, il faut qu'on comprenne l'intention avant de l'implémenter. Et ce qu'on va implémenter souvent, c'est une version approchée. Et les bons développeurs, ils vont pas se contenter de, enfin, vous leur dites implémentez-moi tel algo, ils vont pas se contenter d'appliquer bêtement l'algo technique. Ils vont essayer de comprendre quel est le contexte, quelle est l'intention, dans quel système plus grand ça va s'insérer, parce que c'est ça qui va influer sur les choix, les raccourcis, les effets de bord qu'il faut prendre en compte ou pas. Et quand on fait du SEO, donc le SEO, c'est beaucoup d'algo, c'est beaucoup de code, c'est beaucoup de data, surtout dans le cas de Google, mais c'est pas que technique parce que derrière, ceux qui ont construit ces algos, il y avait une intention humaine. Cette intention humaine, on peut essayer de la comprendre et côté Google, donc l'intention, c'est ce qu'ils nous raconte depuis le début, c'est satisfaire l'utilisateur. Et satisfaire l'utilisateur, c'est pas calculer un PageRank à l'échelle du web, ce qu'ils ont fait au début, ce qu'ils savent bien faire et ce qu'on a détourné en faisant des liens de partout, ce qui marchait bien pendant un moment, c'était un raccourci qui fonctionnait, qui ne fonctionne plus maintenant, mais l'intention derrière, détecter les sites qui sont d'autorité ou pas, la méthode de calcul derrière a changé, mais l'intention était toujours la même. L'intention de Google, ça n'a jamais été de lister les 10 meilleurs liens bleus. Ça, c'est un effet de bord. Ce qu'ils voulaient, c'était donner les bonnes réponses. Et donc, ce que veut Google, c'est comprendre l'intention de chaque utilisateur et y répondre au mieux. Et les moyens techniques peuvent évoluer, mais l'intention reste la même. Et donc, le développeur, en fait, ce qu'il peut essayer de faire, c'est au travers de ce qu'on voit de toutes ces techniques et de ce que Google publie en open source, comment les développeurs codent ce qu'ils ont mis en place ou pas, les raccourcis qu'ils ont pu prendre dans leur code, essayer d'éclairer un peu mieux ce que Google nous dit en disant on veut satisfaire l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on ne sait pas forcément tel quel. Par contre, au travers du code et des exemples qu'il nous donne, ça peut nous donner des pistes et nous éclairer sur cette attention finale. Voilà, et donc bah, j'espère que vous savez maintenant un petit peu mieux où regarder. Les cartes sont sur la table et c'est à vous de jouer. Alors, si j'avais eu des professeurs comme toi qui arrivaient à garder l'audience aussi émerveillée, j'aurais peut-être pas eu mon bac avec mention miracle. J'aurais peut-être été. Franchement, c'était ultra passionnant. Je trouve que tu as délivré beaucoup d'informations. Toi, t'as pas le score en live, mais on est resté à 60 tout le long. Donc, personne n'a bougé, tout le monde n'a Ok, plus de parole. Donc, c'est très cool. très Je bien, sais bah pas si nickel. tu avais deux, trois questions avant qu'on coupe. Alors, normalement, on est dans le timing. Mais s'il y en a une ou deux, je les prendrai. En tout cas, voilà, on voit un bon retour. Merci, merci. Donc, je travaillerai à la longue traîne aussi pour les pages catégories, justement. Voilà, on voit que ça a vraiment beaucoup plu. Le replay sera disponible sur la chaîne Lise Garden, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la page pour avoir justement accès à tout ça. Et toutes les informations qu'il y a eu dans les slides, on va les mettre dans le mail qui va vous envoyer le replay, si tu es d'accord, Sylvain, parce que je pense que là, Ok. il y a beaucoup de preneurs sur les slides. Donc, on va vous les partager. Ok. Et puis, ben, n'hésitez pas. Enfin, dire, il y a des choses, enfin, sur lesquelles j'ai hésité. Enfin, j'ai été volontairement très court. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je ferai des articles pour développer certains points. Mais s'il y a des choses spécifiques, enfin, qui vous intéressent, enfin, ça aide à prioriser. Donc, n'hésitez pas à me pinguer à gauche ou à droite, et ça me permettra de développer un petit peu. Tiens, on a un laboratoire Oli qui avait trouvé la réponse à ta question tout à l'heure sur Chroming. Je ne sais pas si je dis bien, mais tant pis. Avec cette analyse de code open source de Google, pour un bon site, avoir un bon HTML chunkable, pour un site d'affiliation, y a-t-il des points spécifiques? Alors, site d'affiliation, là, je
pense, enfin, c'est-à-dire ça va plus loin que juste le cadre du chunk et du contexte. Alors, un des trucs là, c'est un complément que je peux donner, donc ça va pas forcément répondre à la question là, enfin pour le site d'affiliation lui-même. Là, je vois pas tel quel à chaud, enfin s'il y a une spécificité sur l'angle affiliation. Par contre, sur le chunking lui-même, donc j'ai un doute, c'est une question que je me pose actuellement. On a tendance à faire quand on se dit justement tous ces systèmes qui chunk, qui prennent des passages. Et c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien aujourd'hui, c'est justement de découper, de faire du contenu qui est très bien digérable par les LLM. Donc des paragraphes qui vont avoir l'essentiel du contexte pour que si le chunk est le paragraphe, on ait absolument tout dedans. Et donc on commence à écrire comme ça, à changer notre façon d'écrire pour tout faire tenir dans des petits paragraphes. Et ça, c'est quelque chose forcément qui va laisser des footprints et qui n'est pas forcément naturel. Et on comprend pourquoi c'est fait comme ça, parce que si on regarde, si on prend l'exemple d'une page Wikipédia, par exemple, sur une entreprise, on va voir l'entreprise a été fondée par un tel et bidule. Et deuxième paragraphe, le fondateur a décidé d'eux. Dans le deuxième paragraphe, le fondateur, on ne sait plus qui c'est, si on a perdu le premier, ou ça va reparler de l'entreprise ou de la marque sans forcément reciter. Donc, c'est pour éviter ça qu'on essaie de donner tout le contexte dans chaque paragraphe, mais d'un autre côté, ça fait du texte qui n'est pas naturel. Si on regarde justement ce qui est sur Wikipédia, on a beaucoup de choses comme ça avec des références entre les paragraphes, qui est des choses naturelles, qui est des choses qui se rencontrent dans la nature et que les LLM devraient réussir à comprendre, qu'ils peuvent comprendre avec des embeddings contextuels, du Muvera, etc. Donc, je pense que c'est pareil, ça peut être des raccourcis ou des optimisations qu'on a aujourd'hui pour l'LM qui fonctionnent, mais qui pourraient donner un signal mauvaise qualité dans le futur. Donc, prudence à ne pas trop déformer vos contenus dans ce sens-là. Merci Sylvain pour toutes ces infos. Le validateur de code W3C ou autre est plus que jamais notre ami. Voilà, on va conclure là-dessus. Je ne sais pas si tu as Ouais. quelque chose à ajouter. Bah, oui, mais pas que. Enfin, il y a le code qui enfin, est correct. Enfin, le validateur de code tracé qui va dire on est obligé de fermer des balises, etc. Mais utiliser les balises, pourquoi elles ont été conçues, les H1 pour des headings et pas pour des logos, les BR pour dire line break et pas autre chose, les P pour des paragraphes et pas autre chose. Enfin, tous les tags HTML ont un sens et il faut les utiliser à bon escient. C'est pas plus compliqué que ça. Et on retiendra que les développeurs et les SO sont amis. Il faut pas se Bien sûr. et il faut qu'on s'aide. Ça, c'était aussi très important de le rappeler pour le coup.